Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est vous et moi face à Sève Fabre. Sève Fabre, bonjour, bienvenue sur le plateau de Face à Face. Bonjour à tous. Vous êtes artiste plasticienne et historienne de l'art. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est artiste plasticienne? Alors, c'est une définition qu'on utilise quand on est un artiste qui travaille également avec des éléments en 3 dimensions et qui travaille avec différentes techniques, des techniques mixtes, et aussi qui s'attaque, on va aussi bien dire, à des œuvres sur toile qu'à des installations, à des éléments de performance. C'est un petit peu plus vaste et ça définit de manière un peu plus précise ce que ça... l'entier des choses qu'on fait. Vous souhaitez qu'il y ait un dépassement de la frontière classique entre œuvre d'art et spectateurs. Vous invitez même vos spectateurs à participer à vos œuvres d'art. On va regarder une petite vidéo et on va réagir dessus. Sève Fabre, n'est-ce pas difficile de perdre le contrôle sur sa propre œuvre d'art comme ça? Non, pas du tout. C'est vraiment mon but d'englober le spectateur dans la création, qu'il devienne une forme de co-créateur, qu'il participe à l'œuvre par son action. Et cela suscite des questions, cela suscite des réactions de la part du spectateur. C'est les choses sur lesquelles j'aime travailler et susciter vraiment ces réactions. Et comment vous est venue cette idée? Je peux vraiment pas dire une seule chose comme ça. C'est vraiment différents éléments qui vont tout autant de la période où j'enseignais les arts plastiques et l'histoire de l'art, qui vont d'observations lors de visites de musées. C'est vraiment différents éléments. Et c'est difficile de dire c'est cela, c'est une chose. Non, c'est vraiment un ensemble d'éléments qui sont disparates et puis qui, à un moment, vont Et donner une idée. c'est venu comme ça. Vous dites que vous souhaitez que le visiteur puisse appréhender le travail de recherche et les questionnements qu'un artiste se pose. À quelque part, le spectateur devient lui-même un peu artiste alors. Oui, bah, ça pose justement les questions, par exemple, de composition, en intervenant sur une toile, en déplaçant des parties du tableau, donc ces éléments en 3 dimensions qu'ils peuvent déplacer. Et ça va faire surgir quelque chose de différent, parfois de surprenant. Il va devoir réfléchir qu'est-ce qu'il va faire avec ça, comment il va l'équilibrer au sein du tableau. Donc c'est tout un type de questions pour entrer dans un processus de création, alors qui peut être rapide pour certains, mais j'ai certains spectateurs qui sont parfois restés 45 minutes devant une toile. Alors, quelles sont les difficultés, quelles sont les réactions finalement des gens? Alors, il y a des gens qui ne peuvent absolument pas toucher, que c'est impossible, c'est trop inscrit dans leur, on va dire, dans leur histoire personnelle, le fait que c'est interdit de toucher un tableau. Donc ça touche effectivement à des questions de valeur de l'œuvre, d'importance du geste de l'artiste par rapport au geste de tout un chacun. Une notion d'iconoclasme également. D'iconoclasme, Oui, carrément. parce qu'en fait, quand on s'attaque à une œuvre, on appelle ça de l'iconoclasme de manière générale. C'est un terme qu'on utilise en histoire de l'art. Si on va faire une action sur une œuvre d'art, on dit bon, bah, c'est une action iconoclaste. Est-ce que vous pouvez nous donner un des iconoclastes les plus célèbres? Ouh, je crois que peut-être, alors le nom, je n'en ai pas une idée particulièrement, mais on avait par exemple quelqu'un qui s'est attaqué à la Pietà de Michel-Ange à un moment, qui avait été abîmé. Je pense qu'ils avaient lancé un marteau ou quelque chose sur cela. Puis ceux qui ont vraiment été de grands iconoclastes, entre autres, c'était pendant la Révolution française où les révolutionnaires ont vraiment détruit énormément d'images. Il y en a à différents moments. Il y a des artistes aussi qui jouent vraiment complètement là-dessus. Il y a une artiste dont je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs, qui allait embrasser des tableaux et laisser des marques de rouge à lèvres sur les toiles.
Quelle iconoclaste. Et qu'est-ce qu'il y avait alors du coup des gens qui se prenaient particulièrement au jeu? Oui, alors oui, complètement. Il y a des gens qui rentrent au bout d'un moment, on voit vraiment sur leur visage, euh, qui commencent à réfléchir. C'est comme une forme de qui rentrent vraiment dans l'œuvre, presque une forme de méditation. Ils sont absorbés, ils oublient le temps. J'ai par exemple une personne relativement stressée qui est arrivée et puis qui a commencé à interagir avec l'œuvre. Puis au bout d'un moment, elle se retourne puis elle me dit: Waouh, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai vraiment perdu la notion du temps. Elle avait oublié les choses qui l'inquiétaient. Enfin, c'était intéressant comme réaction. C'est pas un peu typique de notre ère digitale où on a vraiment envie d'être impliqué à tous les niveaux, de toucher. Oui, alors la notion de toucher, elle est aujourd'hui importante. C'est pour ça que d'ailleurs certains de mes tableaux ont des doubles digitaux qui sont également interactifs. Et avec ça, c'est pour questionner la différence entre l'œuvre réelle, le toucher sur l'œuvre réelle, et le toucher digital qui est aussi différent, qui est beaucoup plus simple, qui nous paraît beaucoup plus sécurisé, parce que quelque part, on a un recul. On se dit, bon, ben, c'est pas grave. C'est aussi un toucher qui est uniforme. En général, ce qu'on touche, on ne l'oublie pas. C'est vraiment, parmi les 5 sens, celui qui a le plus grand nombre on va dire, de cellules réceptrices dans le cerveau. Et d'ailleurs, ça va même très loin parce que les cellules souches de la peau, c'est celles-là que les chercheurs utilisent pour créer des mini-cerveaux. Donc, pour dire le rapport entre nos cerveaux et le sens du toucher et la peau est quand même très, très important. Dans l'idée de ce projet, c'est également avec une seule œuvre d'avoir non seulement une forme de peinture, d'avoir une forme de sculpture parce que les éléments sont en 3 dimensions et qu'une partie de ces éléments en 3 dimensions sont amovibles. Donc, l'œuvre peut aussi s'étendre dans l'espace. Donc, à ce moment-là, devenir une installation. Et si vous interagissez avec l'œuvre, vous faites une sorte de performance, de happening, comme on dit quand c'est en général le public qui intervient sur un projet artistique, on appelle ça un happening. Et puis, vous pouvez en faire justement un documentaire photographique. Et pour certaines, voire même pour le documentaire photographique, vous pouvez l'étendre au monde digital, soit parce que vous avez le double digital de l'œuvre, soit parce que vous pouvez, comme certains projets que je mène, les poster, par exemple, sur des différents réseaux sociaux. Donc, à ce moment-là, la participation du public est non seulement directement sur l'œuvre, mais également, on a un second niveau de participation avec on va dire, les gens qui like, par exemple, sur Instagram ou Facebook. Merci d'être venu nous présenter votre monde. On vous souhaite bonne chance, bon vent. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.